Aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir les questions les plus folles qu'il avait à propos de Facebook Ads et je vais tenter d'y répondre. Si vous avez des questions à propos de Facebook Ads, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Chaque mois, je prends les meilleures et j'en fais un épisode dédié. On démarre tout de suite. Avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée en Facebook Ads. On a géré pas moins de 50 millions de dollars de budget annuel sur Facebook Ads uniquement et on aide des entreprises à scaler ou sinon des média buyers à se former grâce à la J7 Academy. Je vous laisse ça dans les notes de l'émission j7academy.com. Aujourd'hui, c'est la rentrée et c'est les affaires qui reprennent. Et quoi de mieux pour se remettre dans le bain que de répondre à des questions Facebook Ads où le curseur est placé sur le niveau un petit peu fouf. Donc on démarre avec la toute première question. Pourquoi Meta montre-t-il vos publicités à des gens qui n'achèteront jamais ? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir un peu à l'essentiel. Meta n'est jamais assuré de trouver les personnes qui vous correspondent. Il travaille activement à ça et c'est notamment pour cette raison que vous avez ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, c'est le moment où Meta a besoin de volume, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'il a besoin de 50 conversions dans les 7 prochains jours pour être certain de bien quadriller ou bien encadrer l'audience à laquelle vous vous adressez et surtout l'audience qui peut réagir à vos publicités. Donc, c'est normal en partie, ou du moins c'est le jeu, entre guillemets, que Meta, dans une première partie de votre campagne ou première partie de vos tests avec Facebook Ads, s'adresse à des gens qui n'achèteront jamais. Parce qu'il a besoin, entre guillemets, de déterminer qui achète, qui n'achète pas, et ce, dans une quantité de volume suffisant pour ensuite se dire, OK, eh bien, cette partie de la population qui correspond avec X conditions, Y conditions, Z conditions, n'achètera jamais. À l'inverse, cette partie va avoir tendance à faire au moins des ajouts au panier et peut-être même des achats. Donc, c'est normal, je dirais. Après, l'idée, c'est évidemment que vous sortiez de cette phase d'apprentissage le plus vite possible. Question suivante. Peut-on scaler une campagne à plus de 10 000 euros par jour sans jamais toucher une audience ? Alors, pour ceux qui découvrent Facebook Ads, scaler, c'est simplement le terme qu'on utilise pour augmenter le budget sur une campagne ou sur un compte tout en restant rentable. Parce que vous verrez très vite que plus vous augmentez votre budget, bien, plus ça devient difficile. Pour répondre de façon frontale à la question, je peux vous assurer, en expérience pure et dure, pour avoir vu des centaines et des centaines de comptes à travers les, 8-9 ans de Facebook Ads que j'ai derrière, que je n'ai jamais vu une campagne qui ait pris autant de budget simplement en ajoutant du budget graduellement. Tout simplement parce que la campagne va atteindre une sorte de plafond de verre, tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez de bonnes publicités, tout simplement parce que l'offre doit être changée ou parce que, notamment, l'audience, en l'occurrence, surtout si vous utilisez des petites audiences comme des audiences lookalike, qui, par rapport à des audiences broad, c'est-à-dire des audiences ultra larges ou même des audiences de Shopping Advantage Plus, où il n'y a absolument pas de limite, à moins que ce soit juste le pays que vous ciblez, eh bien, il y a des chances que vous en ayez fait le tour, surtout à 10 000 euros par jour. Là où potentiellement on a vu des comptes atteindre ce genre de dépenses, même si elles ciblaient exactement cette même audience, généralement, il y avait plusieurs campagnes. Donc, pour répondre de façon frontale, non, je n'ai jamais vu une campagne atteindre un tel niveau de dépenses sur une seule audience. Généralement, il y a plusieurs fois la même audience dans des campagnes différentes qui testent des éléments qui sont différents et la combinaison se rapproche de ce montant. Je pense que c'est illusoire d'atteindre un tel montant, c'est même dangereux, je dirais, à moins que vous soyez archi-millionnaire sur votre compte Facebook Ads. Je trouve ça dangereux de mettre autant de budget sur une seule pub, une seule campagne, parce que si tout capote, eh bien, vous êtes vraiment en grande difficulté. Question suivante, pourquoi certaines pubs pourries explosent les résultats et vos meilleures pubs font des flops ? Alors ça ne va pas plaire justement à toutes les agences qui travaillent à faire de très belles publicités sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que, en fait, Meta favorise les pubs qui génèrent des signaux qui sont forts dès le départ. Il faut comprendre que, parfois, des pubs qui sont très laides, des pubs que vous n'oseriez pas mettre en publicité, eh bien, fonctionnent beaucoup mieux que des UGC très travaillées ou des belles publicités qu'on pourrait même voir à la télévision. Je vous montre un exemple typique d'une publicité qu'on a tournée plus d'1 an et demi, qui a dépassé absolument tout ce qu'on a pu faire par le passé. Je donne un petit peu de contexte par contre. C'est une publicité pour un e-commerce pour chiens. L'idée étant d'attirer l'attention sur les propriétaires de chiens vis-à-vis des dents de leurs animaux, en l'occurrence. Et cette publicité, qui est vraiment pas très esthétique, on va se le dire, eh bien, elle a attiré l'attention beaucoup plus que tout ce qu'on a pu tester par le passé. Et ça fait même du pouce à comment Meta vous distribue, en fait, grâce à 3 critères.
D'abord, l'enchère, ce que vous êtes prêt à payer. Ensuite, ce que Meta pense que vous allez réussir à générer comme conversion ou interaction vis-à-vis de la publicité. Et ensuite, la qualité de votre publicité. Est-ce que de façon organique, elle aurait pris de la portée? Est-ce qu'elle l'intéresserait de façon organique des gens qui verraient ce contenu? Et c'est ça qui peut être intéressant. C'est ça qui peut faire la différence entre un contenu qui est très léché, très branding, très je vous donne de l'émotion, etc., vis-à-vis de quelque chose qui attire l'œil, qui n'a pas l'air d'être une publicité. Parfois, ce genre de contenu, des pubs très laides, peuvent faire toute la différence vis-à-vis d'autres pubs qui sont beaucoup plus travaillées. Donc, je vous donne un autre conseil d'insider. Si vous pensez que cette pub ne marchera pas parce qu'elle est trop moche, testez-la juste. Parce qu'à la fin, vous avez beau penser ça ou ça, c'est Meta qui décide. Question suivante. À quoi ressembleraient vos campagnes si vous supprimiez toutes vos exclusions? On va faire juste le tour. Il y a deux types d'exclusions sur Facebook Ads. D'abord, il y a toutes les audiences custom. Ce que j'appelle les audiences custom, ce sont par exemple les visiteurs dans les 30 derniers jours ou les personnes qui ont interagi avec votre page Facebook ou votre page Instagram dans les 180 derniers jours ou tous les leads, tous les acheteurs, bref, tout ce que Meta a su taguer comme une personne qui a intégré votre écosystème. Et le deuxième type d'exclusion qu'on peut avoir et qui est en train de disparaître peu à peu notamment, ce sont tout ce qui est intérêt ou même les audiences similaires. D'accord? Les intérêts, c'est certain. Meta, on a fait la chasse. Je ne sais même pas si c'est encore possible d'en mettre, parce que généralement, nous, on n'en met plus depuis un moment. Mais globalement, c'est ça. Soit des audiences qui sont dans votre écosystème, soit des audiences qui ont un intérêt pour X ou Y, Z. Maintenant qu'on a défini ça, je veux aussi revenir sur un autre point, parce que c'est une question que je reçois notamment dans l'académie, qui est notre écosystème pour former des média buyers. Si ça vous intéresse, j7academy.com, mais notamment aussi sur les réseaux sociaux de J7, c'est le fait de lancer, par exemple, deux audiences qui sont de l'acquisition et qui pourraient se chevaucher parce qu'elles ont le même groupe d'utilisateurs. Je pense par exemple à l'intérêt sport et l'intérêt fitness. Ok, globalement, il y a de grandes chances qu'on parle à peu près aux mêmes personnes, mais ce sont deux intérêts différents. Je peux vous le dire tout de suite, ça ne change rien pour nous. On s'en fiche complètement. Tous nos comptes ont au minimum 3 fois la même audience qui est active dans des campagnes qui sont complètement différentes. Donc à ce stade, nous, on s'en fiche qu'il y ait de chevauchement d'audience. Ça nous permet simplement de lancer et de tester des publicités qui sont différentes, des angles qui sont différents pour en augmenter le budget. Mais pour revenir au premier point, c'est-à-dire les exclusions de type retargeting, donc je vais parler des visiteurs, des acheteurs, des gens qui ont interagi avec votre écosystème, on pourrait penser que la campagne de retargeting vraiment officielle pourrait disparaître si les exclusions disparaissaient totalement de Meta, mais pas tant que ça, parce que Meta, finalement, a besoin de beaucoup de volume. Et ce volume, et je parle d'audience évidemment, il ne peut que le trouver en acquisition. Donc même si vous lancez une campagne où il n'y a aucune exclusion, et ça c'est quelque chose qu'on a vu année après année, avec les nouveaux paramétrages très automatiques de la part de Meta, ce qui va se passer, c'est qu'au début, Meta va aller chercher les conversions qui sont faciles, donc votre retargeting, l'écosystème qui est autour de vous, mais très vite, les semaines après, il va passer sur une audience d'acquisition parce qu'il ne peut pas faire toute l'année sur du retargeting. Vous avez compris? Donc, pour répondre frontalement à la campagne, à quoi ressembleraient vos campagnes si vous supprimiez toutes vos exclusions en termes d'acquisition versus acquisition? Rien, on fait déjà ça. En termes de retargeting, rien non plus, dans le sens, nous, les campagnes de retargeting, on les utiliserait quand même, je pense, à l'heure. Et en termes d'acquisition, si on ne faisait plus de campagne de retargeting, vous verrez simplement que votre campagne, lorsque vous la lancez au début, elle va avoir de très très bons résultats. Et très vite, elle va commencer à rentrer dans le dur parce que maintenant qu'elle a fait le tour de l'écosystème chaud, elle sera obligée de passer à l'écosystème froid. Ce ne sera pas la même limonade. Question suivante. Peut-on lancer une campagne Facebook Ads rentable sans avoir d'offres? Alors, si vous avez suivi mes premiers épisodes de l'année, No Pay, No Play, vous savez que ce n'est pas possible. En fait, sur ces premiers épisodes, j'ai parlé de la pyramide du pacto, à savoir paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre, qui sont les 5 piliers, les 5 éléments qui composent n'importe quelle campagne Facebook Ads. Peu importe ce que vous vendez, tant que vous êtes dans de la conversion, vous avez forcément ces 5 piliers actifs. Et pour vous présenter un peu cette pyramide, sachez que l'offre est tout en bas. Une offre, c'est la fondation même de votre campagne. C'est ce pourquoi votre campagne existe. Donc, si vous n'avez pas d'offre, globalement, vous n'avez rien à vendre. Et vous n'avez rien en termes d'angle marketing, en termes d'arguments marketing et d'arguments de vente à pousser de l'avant. Donc, par extension, si vous n'avez pas d'offre ou pas une bonne offre, eh bien, c'est évident que vous aurez une campagne qui n'est pas rentable. Question suivante. Pourquoi Facebook vous donne-t-il les pires performances après une bonne journée? Et ça, je sais que même à un certain niveau, on continue de le voir.
C'est-à-dire qu'il y a un jour, tout va bien, c'est génial, on est prêt à doubler, quadrupler le budget sur Facebook Ads, sur le compte, parce que tous les signaux sont au vert. Et le lendemain, c'est une catastrophe. Ma réponse va être simple et va être, je l'espère, sur votre bureau, juste au-dessus. Vous n'êtes jamais assuré des mêmes résultats Facebook Ads jour après jour. Tout simplement parce que c'est une plateforme d'enchères. Et c'est pour cette raison que la seule façon de tirer son épingle du jeu sur cette plateforme, c'est de tester continuellement. Meta ne comprend que ce langage. Tester vous permet durablement de payer moins cher et surtout d'être toujours devant vos concurrents. Question suivante, et qui aura un rapport avec la précédente, pourquoi votre CPM augmente-t-il alors que vous faites tout bien? Eh bien, même réponse que précédemment, le CPM n'est pas un score de performance, c'est plutôt un indicateur de marché. Qu'est-ce que j'entends par indicateur de marché? C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que la pression marketing de l'ensemble des annonceurs qui sont dans votre domaine, qui sont sur les mêmes audiences que vous et qui offrent la même chose que vous ou des propositions qui sont alternatives, eh bien, elle est plus forte. Notamment, vous en doutez bien, à la fin de l'année, là où le budget des consommateurs est le plus susceptible de partir dans des produits publicitaires. Évidemment, le Black Friday et évidemment Noël. À l'inverse, et vous le remarquerez toujours, ou alors vraiment de grosses exceptions, le mois de janvier et le mois de février sont généralement des mois où ça coûte très peu cher, ou peu importe ce que vous faites, votre CPM sera toujours très très bas. Ça ne veut pas pour autant dire que vous aurez de très bons résultats. Comprenez qu'en fait, et je vais aller un petit peu plus loin, le CPM comme le taux de clic sur lien ne sont pas des indicateurs à regarder de façon isolée. Il faut toujours les rapporter à votre CPA, c'est-à-dire votre coût par achat. Si votre coût par achat est en train de devenir mauvais et que votre CTR, donc votre taux de clic sur lien, est en train de diminuer, c'est peut-être que vous êtes juste en train de vous faire dépasser au niveau des pubs. Si votre CPA est en train d'exploser et que votre CPM est en train d'exploser lui aussi, eh bien, c'est peut-être parce que justement, il y a une pression marketing qui est beaucoup plus importante qu'en temps normal. Donc, vous devez challenger ça et vous devez être capable d'être meilleur que vos concurrents. Question suivante, est-ce que le retargeting est devenu inutile en 2025 et sur les prochaines années? Ok, d'un point de vue purement J7, le retargeting Facebook Ads ne devrait pas prendre trop de place. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'observe chaque année, puisque je fais des études chaque année à ce sujet. J'observe que les gros comptes par rapport aux petits comptes ont un ratio de budget retargeting qui est de plus en plus faible parce que eux ne misent que sur de l'acquisition. La raison est simple, parce que sur Facebook Ads, vous payez pour rejoindre des gens qui vous connaissent déjà. Et ça, l'emailing doit le faire à votre place. Donc, vous récoltez un maximum d'emails, que ce soit des paniers abandonnés, des acheteurs ou même des gens qui s'inscrivent à votre newsletter. Toutes ces personnes doivent être reciblées grâce à l'emailing. Et l'acquisition doit être uniquement grâce à Facebook Ads. Donc, pour répondre frontalement à cette question, je dirais que la campagne de retargeting n'est pas inutile, mais son importance s'est amoindrie, c'est certain. Est-ce que Meta favorise les annonceurs qui dépensent le plus? Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cet épisode, il y a 3 indicateurs pour le système d'enchères de Meta. La performance estimée de votre pub, sa qualité, donc à savoir est-ce que c'est un scam ou pas, mais aussi votre enchère. Nécessairement, 2 annonceurs ayant les mêmes qualités vis-à-vis de leur pub, les mêmes pubs, les mêmes audiences, mais pas le même budget, auront des résultats qui sont différents. Soyons honnêtes, un plus gros budget vous donne plus de data, donc plus d'optimisation de la part de Meta, et donc plus de chances d'avoir de meilleurs résultats, ce qui va vous permettre derrière d'avoir plus de distribution, parce que Meta saura que vous avez les meilleurs résultats. Donc c'est injuste, peut-être. En tout cas, Meta favorise quand même les meilleurs contenus. Donc si vous avez un bon contenu et un gros budget, vous allez forcément rouler sur la plateforme. Ok, pourquoi votre taux de clic sur lien augmente, mais vos ventes ne suivent pas, voire peut-être même s'effondrent? Je pense en avoir parlé à de très nombreuses reprises sur cette chaîne et même dans cet épisode. Le CTR lien, donc le taux de clic sur lien, ne doit jamais être isolé dans votre analyse. Il doit toujours être couplé avec votre coût par acquisition. Imaginons, votre CPA explose et votre CTR chute. C'est peut-être qu'il y a un problème au niveau du créatif. J'ai eu un exemple hyper récent de compte qui voulait scaler comme un dingue et son CTR s'est effondré semaine après semaine. En regardant de plus près ces publicités, j'ai remarqué que c'était toujours les mêmes qui recevaient du budget sur les 3 mois consécutifs. Autant vous dire que la fatigue créative était omniprésente. À l'inverse, et pour répondre frontalement à cette question, votre CPA explose et votre CTR augmente, eh bien, le trafic que vous envoyez sur votre site est juste pas qualifié et ou votre tunnel de vente est mal foutu et ça casse absolument tout sur la conversion.
Et pour être très honnête, et en parlant d'expérience, vous aurez plus de chances de voir un CTR s'effondrer que augmenter alors que votre CPA explose. Voilà, on a fini pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, je ne peux que vous encourager à aller sur la j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est un écosystème qui vous permettra de devenir meilleur grâce à 3 canaux différents, un espace Slack, une plateforme de vidéos pour vous éduquer sur absolument toutes les problématiques qu'on rencontre et surtout 2 workshops par mois pour être au courant des meilleures pratiques, des meilleures stratégies, des meilleures techniques qu'on applique nous-mêmes chez nos clients. N'hésitez pas à me poser vos propres questions et comme je vous ai dit, chaque mois, je ferai un épisode dédié sur les questions de la communauté No Pay No Play. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Donc, je vous souhaite un bon media buying à tous et on se revoit très vite.